Bonjour, Julie Biacomo, la spécialiste de l'étiquette des affaires, fondatrice d'étiquettejulie.com, conférencière, coach et auteure. Alors, il faut se rappeler que premièrement et avant tout, on s'habille pour son client. Alors, si jamais vous faisiez partie de la société, vous étiez avocat, avocate, ça aurait l'air de quoi dans cette société-là? À quoi s'attendrait le client? Et on est jugé de l'extérieur vers l'intérieur. Alors, il faut que ce soit en valeur avec votre rôle, votre profession d'avocat. Il faut que ce soit en lien avec les valeurs aussi de la société. Alors, il y a vraiment une réflexion à faire sur qu'est-ce qu'on devrait porter. Toute tenue vestimentaire doit faire référence aux circonstances. Alors, est-ce que c'est une entrevue? Est-ce que vous êtes dans un tournoi de golf pour votre association professionnelle? Alors, la tenue vestimentaire doit refléter l'occasion, mais en affaires, ça doit refléter qui est son client. Vous savez, la profession d'avocat peut être faite au sein de différentes sociétés. Alors, être avocat chez Ubisoft peut être probablement très différent que d'être avocat chez Stikeman Elliott. Ça peut être aussi différent dépendamment d'où on est dans l'organisation. Est-ce qu'on est quelqu'un qui est là depuis un certain temps? Est-ce qu'on est quelqu'un qui arrive? Et à titre d'étudiant, on doit observer, on doit faire ses devoirs en allant valider la culture organisationnelle, les valeurs et aussi se rappeler tout au long des dernières années, avant d'être finissant, dans tous ces cocktails réseautage, dans ces conférences où vous avez été en contact avec des avocats, avec des dirigeants de certains cabinets, ils avaient l'air de quoi? Et parce que la tenue vestimentaire, c'est vraiment là où on démontre une affiliation, une association à une équipe. Il faut avoir de la préparation. Alors, il y a une recherche qui est à faire et ça, je pense qu'à titre d'étudiant à l'Université de Montréal, à la Faculté de droit, vous êtes des experts de la recherche. Ensuite, il faut se préparer aux questions. Vous les connaissez, les questions, les avocats vous l'ont dit tout au long de vos études, même le Centre des carrières, tout le monde vous en a parlé. Quelles questions vous devez vous préparer? Alors, vos bons coups, les choses à améliorer, tout ça, le faire de façon qualitative et quantitative et, dernièrement, de prendre le temps de faire des jeux de rôle, que ce soit avec des collègues de classe, que ce soit avec des amis, des membres de la famille, et de le répéter souvent pour que ça devienne deuxième nature, que vous soyez prêt, que vous maîtrisiez très, très bien qui vous êtes, comme si vous étiez le vendeur de vous-même. Au départ, il faut savoir que le stress, ça peut être une bonne chose parce que le stress, c'est un indicateur qui dit « Ah, je sais que c'est important pour toi. Je suis avec toi. » Moi, j'invite les étudiants à faire une réflexion et à visionner ce stress-là un peu comme des papillons. Et là, de reconnaître ces papillons-là qui sont à notre service et de rassembler ces papillons-là et d'aller puiser l'énergie. Et avant d'aller en entrevue, je parle dans mes livres d'une astuce. Une astuce où est-ce qu'on arrive à contrôler ses émotions. Parce que quand on a du stress, alors il y a l'hormone, la cortisol qui monte. Alors on veut faire descendre cette cortisol-là et augmenter la testostérone. Alors, ce qu'on va faire, on va aller dans un endroit, peut-être comme la salle de bain, dans un bureau, une classe fermée, fermer la porte. Et pendant 120 secondes, on va prendre position et pendant ces 120 secondes-là, on va être grand, on va être immense. Alors, on va s'imaginer peut-être être un ours ou peu importe. On va penser à des personnes influentes comme président Barack Obama, comme Oprah Winfrey. On va penser à différentes personnes qui sont en contrôle. On va s'imaginer pendant 120 secondes que l'on dégage, que l'on projette confiance, crédibilité. Et après, il y a des études qui ont été faites qui ont prouvé qu'après, effectivement, le stress est descendu, donc la cortisol est descendue et on a l'effet voulu avec l'augmentation de la testostérone qui est l'hormone masculine, l'hormone du pouvoir. Alors là, on va avoir un certain bien-être qui est là.
Alors, c'est important dans la préparation à l'entretien aussi de s'assurer qu'on est à l'heure. La ponctualité est encore de mise, est encore à la mode. Alors, d'être confiant, d'aller peut-être même voir le bureau. Les gens entrent, les gens sortent, pour être au maximum de sa confiance et de son aisance. Évitez la gomme à mâcher, évitez les lunettes de soleil, évitez d'arriver avec le manteau, l'imperméable, le sac, le ci, le ça. Une fois que vous passez la porte du cabinet, une fois que vous passez la porte de l'endroit où va avoir lieu l'entretien d'embauche, l'entretien de sélection, vous devrez être prêt. Avoir l'air de celui ou celle qui déjà travaille au sein de la société. Alors, dans toutes ces choses-là qui sont à éviter, bien, comme je l'ai mentionné, la gomme à mâcher, tout le tralala, tout le bazar qui accompagne, et ce fameux téléphone intelligent ne devrait même pas être avec vous. Au minimum, il devrait être silencieux. Tous ceux et celles qui sont dans votre vie sont avec vous de tout cœur et vont comprendre que pour la prochaine heure, vous n'étiez pas disponible. À moins, évidemment, qu'il y ait urgence, ou est-ce que vous êtes une ligne de vie avec quelqu'un de votre famille, et à ce moment-là, si c'est une ligne de vie, vous êtes en mode urgence, avisez la personne avec qui vous allez faire rencontre que vous attendez un appel important. Mais le reste du temps, cet appareil-là ne devrait pas être vu et surtout pas en mode vibration parce que la mode vibration, hein, on l'entend, on la voit presque. Puis quand on met cet appareil-là sur la table, c'est comme si on venait dire à l'autre personne, bien, on est tout à coup dans un ménage à trois, puis on n'a pas demandé la permission. Alors, pas de téléphone intelligent non plus. Et à l'inverse de ça, il faudrait avoir avec soi un calepin. Un calepin et un crayon, une plume pour être prêt avec sa liste de questions, puis après, au besoin, pouvoir prendre des notes, comme lorsque ils vont vous faire part de l'échéancier, des dates, où est-ce qu'il va y avoir les prochaines entrevues, où il pourrait y avoir une invitation, etc., etc. Donc, d'être prêt avec quelque chose papier et un stylo en lieu d'avoir une tablette ou un téléphone intelligent qui pourrait être vraiment distrayant. Les bonnes questions à poser seraient en lien avec le processus de recrutement, seraient en lien avec qu'est-ce qu'une journée typique pour avoir l'air dans les fonctions pour lesquelles vous postulez. Les meilleures questions vraiment devraient démontrer de la part du candidat, de la candidate, qu'il ou elle a fait ses devoirs en même temps. Les choses à éviter seraient beaucoup des choses qui sont peut-être trop hâtives dans le processus, évidemment comme le salaire, les bénéfices, les congés au fil de l'année. Alors de ce côté-là, je vous fais confiance d'aller faire vos devoirs, puis de parler avec vos pairs qui peut-être ont déjà passé dans le processus et les moments où ils ont senti un malaise. Mais allez-y beaucoup plus de façon générale, mais ayez des questions déjà à poser. Et une autre excellente question qui est toujours appréciée, quel est votre parcours? Comment vous êtes arrivé ici? Et quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui commence, qui comme moi est finissant et souhaite se joindre à une société, un cabinet comme le vôtre? Au niveau du suivi, après un entretien d'embauche, encore là, je pense qu'il y a toujours lieu de s'informer. Alors, il y a des possibilités. On peut faire une demande de connexion sur un réseau professionnel sur LinkedIn. On peut aussi envoyer une note de remerciement. Qu'on aille faire une demande de connexion sur LinkedIn ou qu'on prenne soin d'envoyer, de rédiger une note de remerciement, qu'elle soit électronique ou à la main. Il faut s'assurer qu'il y ait vraiment une certaine affinité, que votre lettre n'apparaîtra pas comme quelque chose de mécanique, qu'il y ait vraiment des éléments personnalisés pour montrer à l'autre personne qu'il y a peut-être des similitudes, qu'il y a des liens qui doivent ou que vous voulez mettre en valeur, qui vous croyez peuvent être bénéfiques aux deux parties. La même chose avec LinkedIn. Prenez soin de bien écrire une note plus personnelle que tout simplement prendre soin d'envoyer
envoyer cette invitation-là de façon électronique sans avoir pris soin de montrer la valeur ou votre appréciation pour le cabinet ou pour la personne. Les objectifs d'un cocktail pour un étudiant, d'une activité réseautage, un étudiant, un professionnel, un avocat, une notaire, c'est toujours la même chose. On n'est pas invité pour manger ou pour boire, on est là pour tisser des liens mutuellement bénéfiques. Puis là, je vous vois, là, je vous entends, là, vous vous sentez relâché, puis surtout curieux. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on est là pour faire vraiment en essence? Bien, on est là au service des autres personnes. Quand on arrive dans une activité réseautage, on devrait penser qui je peux aider aujourd'hui, qui je peux aider ce soir, ce matin, ce midi. Alors, on pense à tout son réseau, qui nous inclut évidemment, mais comment ça va pouvoir être bénéfique à cette personne-là que je vais aller rencontrer ou à son réseau, quelqu'un d'autre dans son réseau à elle. Alors, la philosophie est « Je suis à votre service ». C'est ça, la bonne philosophie d'une activité réseautage. Tout le monde a un petit malaise à entrer dans une salle qui est pleine d'inconnus. Au départ, on doit être confiant qu'on a quelque chose à apporter. On est là vraiment pour aller aider les gens. Aussi, on doit être conscient du fait qu'on arrive à une activité réseautage, qu'on arrive à un entretien d'embauche à partir du moment où on est sur les lieux. Ça peut être dans le stationnement. Est-ce que ça se pourrait que la personne avec qui vous allez aller en entretien ou à une activité vous regarde arriver du haut d'un deuxième, d'un troisième étage dans le stationnement pour voir qu'est-ce qui se passe, comment vous agissez, qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Hein? Alors, il faut réfléchir à tout ça. Alors, à partir du moment où on est sur les lieux, on devrait être en mode réseautage. Donc, sa coiffure devrait être faite, son rouge à lèvres, notre téléphone intelligent, nos appareils devraient être dissimulés et on devrait être prêt. On entre dans la salle confiant, crédible, et on réfléchit à son maintien. Dans mon livre « Projeter confiance et crédibilité », je fais faire au lecteur une activité. Une activité dans laquelle il va identifier le top 5 de la première impression. Et je fais ça des centaines et des centaines de fois, je l'ai fait dans ma carrière, et l'élément numéro 1 est toujours le maintien. Alors, on pratique son maintien. Comment on va entrer dans la salle? On entre dans la salle, on regarde et là, on fait du repérage. On est à la recherche dans la salle d'un groupe de 3, 4, 5 personnes qui ont l'air de s'amuser. On va vers ces gens-là et la phrase magique, « Puis-je me joindre à vous? » Puis-je me joindre à vous? Et ensuite, vous allez voir les gens s'ouvrir, vous entrer, offrir la poignée de main. Alors, vous êtes à la quête d'un langage non verbal qui va être ouvert, prêt à vous accueillir. Des fois, ça peut être malaisant, hein? Comment quitter une conversation. Il y a des gens qui vont avoir décidé, là, ils vous aiment beaucoup, 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 beaucoup. Alors, ils veulent rester avec vous parce qu'ils sont en confiance avec vous. Bien, souvent, ou la majorité du temps, c'est aussi simple que d'attendre que la conversation descende un peu. Puis ensuite, je vous souhaite bonne chance avec la course au stage, je vous souhaite bonne chance avec vos projets, je vous souhaite d'excellentes vacances, ce fut agréable de vous rencontrer, on donne la main et c'est tout. Le temps idéal d'un entretien pendant une activité réseautage, là, on regarde à peu près 7 minutes. Vraiment. Alors, il ne faut pas s'en faire à savoir combien de temps est-ce que je vais rester, est-ce que je suis obligée de rester? Non, vous n'êtes pas obligé de rester et vous pouvez quitter gracieusement. Il y a des fois où vous allez vouloir offrir votre carte d'affaires, et je dis bien offrir, en lieu de demander, et vous pourrez le faire à ce moment-là. La grande règle numéro 1, quand on évite, on paye. Quand on évite, on prend en charge tout le lunch d'affaires, tout le repas d'affaires, que ce soit pour le petit déjeuner, le déjeuner ou pour le dîner, on prend en charge. Donc, on choisit un restaurant. Nous faisons le choix du restaurant. On n'invite pas une personne en lui demandant où il ou elle souhaite aller. On va privilégier un endroit qui est en lien avec la
culture organisationnelle de la société pour laquelle on travaille. On va aussi choisir un endroit où on est reconnu pour s'assurer d'un très bon service. Et en lieu de demander à quelqu'un, est-ce que vous avez des allergies alimentaires? Je conseille à mes clients, quand je fais des coachings d'affaires, je conseille à mes clients de dire quelque chose comme « Est-ce qu'il y a quelque chose que je devrais savoir pour m'assurer que vous allez être confortable pendant notre repas? » Et en ayant cette question-là qui est beaucoup plus large que les allergies, on va arriver à savoir est-ce que la personne peut-être a besoin d'un menu qui peut-être va être en braille. Parce qu'on ne rencontre pas des gens la première fois toujours en personne. On peut les rencontrer par l'entremise d'un courriel, ça peut être un appareil téléphonique. On pourrait aussi s'informer et savoir si la personne a besoin d'avoir de l'aide pour pouvoir sortir de la voiture. Est-ce que la personne doit avoir un ascenseur? Est-ce que les escaliers pourraient être plus difficiles, etc., etc. Aussi, on va valider le temps dont on dispose. On va le faire avant. Alors, est-ce qu'on a peut-être 90 minutes? Et dès qu'on arrive ensemble pendant le repas d'affaires, on va dire, bon, on bénéficie bien de 90 minutes ensemble. Ça devrait se terminer vers 13h30, etc. Alors, la meilleure façon de se démarquer pendant un repas d'affaires, c'est d'avoir des bonnes manières de table. Peut-être que vos parents vous l'ont appris, vos grands-parents, peut-être que vous avez suivi une de mes activités, l'étiquette du repas d'affaires. Prenez bien soin d'avoir d'excellentes manières. Vous allez observer la façon dont vous allez couper, la façon dont vous allez mastiquer, la façon dont vous allez tenir votre verre de vin et pratiquez-vous pour que ce soit simple, fluide, facile et pour que vous ne soyez pas dans votre tête à savoir c'est mon assiette à pain à moi ou à lui, mon verre à vin à moi ou à lui, pour que vous soyez confortable, pour que vous puissiez vraiment faire rayonner l'autre personne ou vous faire rayonner vous-même. Les sujets de conversation peuvent varier selon votre lien avec la personne. Typiquement, en affaires, au Canada, en Amérique du Nord, donc ici à Montréal et dans la province du Québec, typiquement, on va jaser un peu au début. Alors, à différentes périodes de l'année, comment étaient les vacances, comment s'est passé votre week-end, vous allez tisser des liens. Est-ce qu'il y a déjà longtemps que vous êtes revenu à l'Université de Montréal faire un tour, etc., etc. Et si vous êtes l'hôte, l'hôtesse de ce repas d'affaires, vous allez le positionner pour la personne que vous avez invitée à table avec vous. Alors, on va jaser un peu, puis ensuite, une fois arrivé au dessert, on parlera affaires. Alors, donnez un peu une idée, un aperçu de l'emploi du temps à la personne que vous avez invitée au restaurant. Si vous êtes invité, alors vous avez tout simplement à acquiescer et à suivre ce déroulement-là. Une conversation, c'est un peu comme une danse, un peu vous, un peu moi, un peu vous, un peu moi. Alors, ça devra aller un peu des deux côtés. Et quand on pose des questions, on va poser des questions qui sont beaucoup plus ouvertes. Alors, qui, quoi, comment. Puis quand on va répondre aux questions, on va faire un peu comme un petit scénario. On va donner des détails. La fameuse garde-robe professionnelle, il n'y a pas une fois où je fais une activité de formation dans une université, peu importe la profession, le diplôme convoité, il y a toujours une main qui va se lever quelque part dans la salle quand je fais s'habiller pour son client. Et je vais me faire demander la question, comment bâtir une garde-robe? Premièrement, je crois sincèrement à une garde-robe 10-10. Qu'est-ce que ça veut dire une garde-robe 10-10? 10 morceaux pour 10 jours au boulot. Et ces 10 morceaux-là devraient permettre à tout employé de passer de la grande présentation à grand patron pour aller chercher grand client au vendredi qui sera peut-être plus décontracté où est-ce qu'il y aurait une activité réseautage sur l'heure du lunch. Alors, 10 morceaux et ça commence avec un tailleur, un complet aux couleurs sobres. Ça peut être le gris, ça peut être le marine. Faire un bon choix.
faites-vous éclairer dans les magasins, allez dans les grands magasins haut de gamme. Ça ne veut pas nécessairement dire que vous avez besoin d'acheter, mais allez essayer. Allez choisir une couleur qui vous convient selon votre teint, selon votre coiffure et surtout selon votre profession. Je sais que le noir est souvent privilégié, mais il faut faire attention. Il y a différents tons de noir. Le noir aussi peut être très sévère pour certaines personnes. Alors, tout va être question d'agencement pour ces morceaux de base qui sont un tailleur qui peut être jupe ou pantalon ou un complet pour les hommes. Et après, on va rajouter des pièces maîtresses, c'est-à-dire chemisier, blouse. Il va y avoir aussi d'autres morceaux qui peuvent être pour le bas. Si je suis dans une activité et qu'il y a un client potentiel, alors est-ce que ce que je porte aujourd'hui, peu importe le type d'activité, est-ce que je dégage quand même confiance et crédibilité? Est-ce que ce client-là pourrait me faire confiance? Est-ce que je suis crédible dans mon rôle basé selon ce que je porte aujourd'hui? Alors, ce qu'on porte devrait aussi annoncer qui on est professionnellement et ensuite, basé sur le type d'activité, est-ce que c'est un barbecue? Est-ce que c'est une activité réseautage? Est-ce que je vais représenter la compagnie à des funérailles? Il y a une réflexion à avoir, une réflexion de circonstances. Et une petite astuce. Souvent, les gens ne réfléchissent pas à leurs chaussures. Ils ont peut-être une, deux paires de chaussures. Mais il faudrait se rappeler, on ne porte pas les mêmes chaussures pour aller à la plage, pour aller au gymnase, pour aller à l'école, pour aller en entretien d'embauche. Alors, tout ce que vous portez, tout ce qui est vu de l'extérieur est évalué. Il y a évidemment les pièces de base, mais tous les accessoires, même vos lunettes, le crayon que vous allez utiliser pour écrire compte aussi. Il est perçu, il est enregistré dans la tête de l'autre et là, cette personne-là se formule une idée. Est-ce que je peux avoir confiance? Est-ce qu'il ou elle est crédible dans son rôle? Se bâtir une bonne réputation, c'est l'affaire d'une vie. Malheureusement, ça peut prendre un instant, puis cette réputation-là pourrait partir ou du moins être entachée ou être changée. Combien de fois on l'a entendu pour certaines personnalités publiques et c'est malheureux. Dans mon livre « Communiquer correctement en affaires à l'ère numérique », au tout début, je demande au lecteur de choisir qu'est-ce qu'il souhaite communiquer, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'elle veut que sa réputation soit quand il entre quelque part ou quand il donne la main et qu'il quitte. Quels sont des mots? Quelles sont des qualités? Il y a une réflexion à faire à sa réputation. Et par la suite, il faut se rappeler que ces paroles, ces gestes, ou comme on l'a mentionné un peu plus tôt, au niveau de la tenue vestimentaire, tout ça peut avoir un lien avec sa réputation. Aussi, dans mon ouvrage « Communiquer correctement en affaires à l'ère numérique », en cette ère numérique, cette ère de l'Internet, cette grande toile du Web, on a aussi une réputation virtuelle. On a une réputation qui est de bouche à oreille. On a peut-être une réputation aussi sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn et sur Facebook. Qu'est-ce que vous avez en ce moment, Facebook ou peu importe sur quel autre réseau vous communiquez, ça aussi contribue à votre réputation. Et qu'est-ce que les moteurs de recherche disent de vous? Quand on Google, quand on tape votre nom dans un moteur de recherche, qu'est-ce qui ressort? Tout ça fait partie de votre réputation. Il y a vos comportements, il y a vos paroles, mais il y a aussi tout ce qui est communiqué, toute votre réputation virtuelle. Les faux pas au niveau de la communication, il faut se rappeler que tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait pourrait être mal interprété. Et aussi, à l'ère numérique, pourrait, comme on l'a mentionné un peu plus tôt, être diffusé partout sur la planète en quelques instants. Alors, il ne faut jamais oublier, et je sais que quand on parle de ça, vraiment, ça peut paraître énorme, ou il y en a d'autres qui peut-être le prennent à la légère. Ce que je peux vous dire, c'est que les employeurs, les recruteurs, ils voient aussi à leur réputation, et votre réputation doit être aussi en lien avec celle d'un futur employeur ou d'un employeur actuel.
C'est un beau problème à avoir, hein? Comment décliner une offre d'emploi d'un employeur parce que vous avez eu une meilleure offre ailleurs. Mais les éléments qui sont à retenir sont de remercier, de dire qu'on est flatté et aussi de faire la mention qu'on a reçu d'autres offres d'emploi, pas nécessaire de dire combien, que le choix a été difficile et de souhaiter bon succès et d'inviter l'autre à un plaisir plus tard dans vos carrières ou dans la communauté d'affaires parce que tout le monde le sait, hein? C'est un petit monde.